Casting Call, bienvenue sur le podcast de la rédaction de casting.fr qui révèle ta vraie nature. Ici, on va parler casting, témoignages exclusifs, des rencontres avec des professionnels, les clés et les secrets pour devenir un artiste et surtout, en vivre. Casting Call, c'est ton nouveau coach audio qui te permet de poser ton premier pas sur ton chemin de l'éveil et de la réussite. Ose enfin devenir celui dont tu rêves. Bonjour et bienvenue sur Casting Call, le podcast de la rédaction de casting.fr. Je suis Soledad Franco et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir un médium de 21 ans doté de dons parapsychiques depuis sa naissance. Après une enfance très compliquée, notamment dans l'éducation scolaire, entre la phobie scolaire et le harcèlement, l'introspection sur sa véritable identité était pour lui une question de survie. Qui suis-je ? Se demandait-il. Il a pris connaissance de ses dons excessivement tôt, en devinant des vérités cachées, en voyant les personnes disparues. Lui, qu'on a catégorie de HPE à 14 ans, puis de HPI, enfant zèbre dans le monde spirituel. Finalement, on le prénomme un enfant cristal. En vérité, il est Mathias Barthès. Vous avez ouvert votre cabinet de médiumnité à l'âge de 18 ans, vous cumulez les consultations auprès des personnes en grand doute, mais vous sauvez également des personnes en détresse psychologique ou psychique. Vous avez un don de clairvoyance et de clairaudience, de guérison et bien plus encore. Vous mettez vos dons au service de tout être vivant afin qu'il puisse retrouver sa singularité. Aider à instaurer la paix mondiale en réintroduisant la connaissance de notre unicité dans la conscience collective et, évidemment, de permettre à l'humain de retrouver sa véritable authenticité. Vivre avec sa propre douance afin que chacun puisse être la meilleure version de lui-même. Pourquoi ai-je tenu à recevoir Mathias Barthès ? Parce qu'au fil de mes interviews sur Casting Call, les témoignages me confirment une évidence. Écoutez et observer les enfants pleinement dans leur singularité devient une urgence. Il semblerait que Mathias Barthès incarne cette nouvelle génération et m'apparaît comme une solution divine et factuelle d'une nouvelle lecture. Mathias Barthès, bonjour. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Bienvenue sur Casting Call. Ça va au niveau des énergies, là, on est bien ? Écoute, ça va. Tout va Ça bien. grille un peu. La devise de ce podcast est « Ose devenir celui dont tu rêves ». Qu'en est-il pour toi ce mois de juin 2023 ? Le mois de juin 2023, alors c'est un mois un peu dense énergétiquement pour tout le monde, parce que tout le monde a hâte d'être en vacances, tout le monde a envie de se terminer l'année en beauté, pour commencer l'année de septembre dans quelque chose de beaucoup plus dynamique. Donc les gens dans leur tête sont extrêmement actifs. Ils veulent terminer l'année sur les objectifs qu'ils ont souhaités en septembre. Donc voilà. Mais pour moi, comment ça se passe ? Ça va. Moi, je suis toujours cool, zen, au service de l'univers. Je suis en paix, quoi. Tu es né un 11 février accompagné de ton frère jumeau. Tu as grandi dans une ville de province. Parle-nous de ton enfance. Alors, mon enfance, c'est une enfance un peu particulière parce qu'effectivement, je suis né le 11 février. J'ai su après que le 11 février, c'était le jour où la Vierge est apparue à Bernadette. Donc c'est pas n'importe quel jour dans la religion catholique. Le 11 février, c'est... je suis né à Aix-en-Provence et puis de suite après, je suis allé dans une ville de province qui s'appelle Béziers. J'ai grandi là-bas, accompagné de ma famille, de mes grands-mères, de mes arrière-grands-parents, etc. Et j'ai grandi dans une éducation, notamment dans un petit village. Et dans ce petit village, il y avait moi, mon frère, des gens et les entités, les guides, des messages. On a un petit peu été éduqués, je dis on parce qu'il y a mon frère et moi, on a été un petit peu éduqués dans un monde un peu privilégié dans le sens où protégé de tout conflit extérieur, sociétaux, etc. J'ai grandi dans une maternelle, comme la plupart des enfants, dans une école publique, dans un petit village de province, avec une phobie scolaire qui arrive relativement tôt, quand même. Et ton frère et toi, quel genre de relation vous aviez ? Mon frère et moi, nous avions une relation, on se comprenait très très tôt, parce que les enfants, notamment les jumeaux, ont la capacité de parler en télépathie.
dès leur plus jeune âge. Donc, on a mis du temps à parler. Donc, heureusement, l'orthophoniste était présente lors de nos 7-8 ans à peu près. Parce que les jumeaux, on parle par télépathie. Donc, moi, c'est un atout que j'ai gardé évidemment pour parler avec l'invisible. C'est le langage universel, la télépathie. Mais on a une complicité un peu comme tous les jumeaux, c'est-à-dire que quelquefois c'est hyper fusionnel et on se comprend sans se parler, et à d'autres moments on ne se comprend pas parce qu'en fait ça nous fait miroir l'un et l'autre. Je l'ai dit dans l'introduction, tu es médium. Peux-tu expliquer concrètement à nos auditeurs ce que c'est? Médium, c'est tout simplement un intermédiaire entre les plans subtils et les plans terrestres. Donc les plans subtils, c'est tout ce qui relie l'invisible. L'invisible est extrêmement vaste. Il y a plein de dimensions. Faut savoir une chose, c'est que sur Terre, dans la dimension de la Terre, mais au-delà de la Terre, il y a plein de choses. Donc, et sur Terre, d'accord, donc sur la plateforme Gaïa, et également dans l'univers. Il y a plein d'autres dimensions avec plein d'êtres vivants. Le médium a la capacité de parler avec les autres dimensions et de transmettre certaines informations sur le plan terrestre, invisible ou inconnu encore de la matière. C'est un intermédiaire, donc médium égale milieu. Tu as eu dès ton jeune âge cette clairvoyance. Est-ce que tu t'es formé? Comment as-tu fait pour aboutir ce ressenti et en faire ce que tu fais aujourd'hui? Alors je me suis formé, effectivement, c'est faux quand on dit que les médiums ne se forment pas. Moi je me suis formé à peu près vers mes 14-15 ans. En fait, je tirais les cartes, j'avais des ressentis psychiques, j'avais effectivement mes dons qui étaient ouverts, je voyais certaines entités, j'avais des informations inconnues, je ressentais les gens, je savais quel était leur vécu, ce qu'ils allaient vivre dans le futur, je voyais ceux qui allaient mourir, etc. Donc je me suis dit, mais est-ce que je suis normal ou est-ce que je ne suis pas normal? Mais de l'autre côté, je ne pouvais pas me qualifier de super-héros parce que j'avais une connaissance que le super-héros, il était uniquement dans la télé. Mhm. Donc je me suis dit c'était pas possible. Moi je suis quand même normal et ce que j'ai, c'est parce que je suis peut-être un peu fou, mais c'est pas grave. J'assume mon originalité. Et à mes 15 ans, 14 ans à peu près, je rentre dans une boutique ésotérique. Et dans cette boutique ésotérique, je rencontre un vieux monsieur qui me regarde avec un regard perçant et qui me dit bonjour. Et je lui dis bonjour et il me dit t'as mis du temps à venir. Mhm. Et je lui dis ah bon? Mais pourquoi je suis ici? Alors que moi qui cherchais un livre, c'était le malade imaginaire à 14 ans, quand on cherche un livre pour le français. C'était pour l'école, C'était pour l'école. le Et en malade fait, imaginaire de Molière, ouais, un grand exactement, un classique. grand classique. Mais j'ai été envoyé dans cette boutique ésotérique et je n'avais même pas conscience que les librairies ésotériques existaient et que le mot ésotérique existait. Et je rentre dans cet univers-là et ce monsieur m'a pris sous son aile pendant à peu près bien 3-4 ans. Et il m'a appris énormément de choses. Donc le matin, j'allais à l'école et l'après-midi, j'allais dans sa boutique ésotérique lui poser énormément de questions qui me trottaient dans ma tête depuis une éternité. Il me répondait avec une simplicité et une logique. Et puis après, petit à petit, effectivement, il m'a donné plein d'astuces pour développer et affiner mes facultés psychiques. Est-ce que ton frère t'a suivi dans cette démarche ou lui est parti dans une carrière un peu plus classique, enfin une éducation un peu plus classique? Alors mon frère, au début, ce qui est drôle, c'est qu'on a suivi le même chemin, c'est-à-dire c'est quoi ce domaine invisible? Hmm. Parce que lui aussi, il avait certaines entités qui venaient le voir la nuit. On ressentait plusieurs choses. On était vraiment, parce que je suis un enfant cristal, mais il est aussi. Donc on ressentait pas mal de choses. Mais lui, très rapidement, il s'est dit, c'est pas pour moi, c'est pas ma voie, je le sens pas. Je préfère rester dans quelque chose de beaucoup plus cartésien. Donc il a préféré le chemin classique et prestigieux des grandes études, contrairement à moi, à l'inverse, où je me suis dit, ça me transcende, ça me passionne. Je lisais des bouquins à n'en plus finir et je me suis dit, c'est ma voie. Et ce qui est intéressant dans ce domaine-là, c'est que plus on en apprend, moins on a l'impression d'en savoir. Hmm. Parce que ça s'ouvre à un point incommensurable de dimension, de connaissances, etc., etc., etc. Tu en parlais à tes parents? Oui, j'en ai parlé très très tôt à ma mère pour le coup. Ça a commencé à mes 7 ans. Ouais, 5, 6, 7 ans, plutôt 7 ans, où j'ai dit à ma mère, maman, tu n'es pas ma mère. Ok. Ah bon? Je suis pas ta mère, qui suis-je alors?
Et je lui dis, ben, tu n'es pas ma mère, je dois t'appeler maman, mais tu sais, moi là-bas, je suis un vieux monsieur, j'ai une fille, je ne sais pas pourquoi je suis dans ce corps-là, je me sens prisonnier dans cette vie, je n'aime pas cette vie, je n'aime pas cette société, je n'aime pas ce contexte qui est là, j'aime pas les gens qui parlent mal, cette énergie négative constante, cette société qui me prend la tête. Je me suis trompé, je sais même pas pourquoi je suis venu là, présent dans cette vie-là et dans ce corps de Mathias. Elle m'a regardé, elle m'a dit, bah, écris ça, écris parce que tu m'as perdu. Après, ma mère, à la fin, elle m'écoutait plus trop parce que je racontais tellement de détails et tellement de choses qu'elle disait oui, t'es différent, oui, t'as des dons, oui, t'es En tout cas, elle particulier. était ouverte à ça. Elle portait un regard positif sur ça. Elle était ouverte, très ouverte à ça. Quand tu nous racontes que tu as été nommé HPI, HPE, etc., c'était quoi? C'était à l'école? C'était à l'école, c'était surtout ma mère qui cherchait une solution pour me nommer, pour me trouver normal en fait. Parce que j'étais tellement différent qu'à un moment donné, elle me disait pourquoi ce gosse est différent. C'est-à-dire que il apprend très vite, l'école ça l'intéresse pas, c'est un artiste, il est hypersensible, il n'arrive pas à dormir seul parce que moi, ben, un défunt, enfin un médium, un enfant médium, lorsqu'il dort seul, ben, il y a toutes les autres dimensions qui débarquent dans sa Hmm. chambre. Pour lui dire coucou, on est là, on existe. Et c'était très, 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 très compliqué pour moi. Donc ma mère, elle disait, mais qu'est-ce qu'on va faire de lui? Donc les psys, les psys, les psys. Et les psys, le seul mot qu'ils avaient en bouche, c'était c'est un haut potentiel émotionnel, puis après, c'est un haut potentiel intellectuel, puis après, c'est un enfant zèbre, puis après, c'est un enfant dans le Qu'est-ce que domaine c'est qu'un spirituel. enfant zèbre? C'est pareil qu'un enfant qui a un haut potentiel intellectuel. C'est une autre appellation parce que les hauts potentiels intellectuels, ça a été dérivé du surdoué, et le zèbre, c'est encore dérivé du haut potentiel intellectuel. Récemment, j'ai entendu enfant indigo. On ne cesse de trouver des noms. Quel regard tu portes sur ça, sur cette nouvelle génération, ces enfants TDAH, etc., qu'on Ben, nomme ainsi? c'est un petit peu pour moi le souci de la matière. C'est-à-dire qu'on les nomme enfants indigo, enfants cristal, dans la religion musulmane, on les nomme enfants souris. Il y a plein de noms en fait. C'est tout simplement des enfants qui ont les facultés psychiques et extrasensorielles hyper ouvertes. Ils sont dotés de dons, ils viennent sur Terre pour une mission précise et bien ciblée, qui est souvent rendre le pouvoir à l'humanité, etc. Être un médium, est-ce que c'est un métier? Bien sûr. Est-ce un don? J'aime pas dire le mot don, je préfère dire le mot douance. Pourquoi? Parce que, après oui, c'est sûr que je suis parti avec des facultés, on va dire, plus ouvertes que d'autres. On va dire que je suis arrivé peut-être avec iOS 15. Hmm. Mais c'est pas un don parce qu'au final, en fait, si on le travaille bien, 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 on arrive à une forme d'excellence. C'est exactement comme la chanteuse qui a des capacités vocales incroyables et qui va continuer à les perfectionner pour devenir une grande diva. Céline Dion, elle a toujours pris des cours de chant. Et compagnie, compagnie. C'est pas parce qu'on est avec la voix de Céline Dion qu'il faut pas prendre de cours de chant. Bah nous, médium, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on est avec des facultés. Effectivement, on est avec un bagage et des Hmm. facultés ouvertes. Hmm. Mais ça ne veut pas dire qu'on reste sur ces acquis-là. Elle se développe, ça se travaille, ça s'enrichit, ça se connaît et ça se précise. Hmm. Être médium. Je t'ai demandé si c'était un don. Tu m'as dit, j'aime pas trop parler de ça. C'est quoi exactement quand tu dis douance? Qu'est-ce que c'est que la douance? Il faut reconnaître effectivement que une douance, c'est quand on est plus doué qu'un autre. Mhm. Comme une personne qui va être plus douée qu'un autre. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est meilleure parce que moi j'ai vu des voyants qui tiraient extrêmement bien les cartes, mais qui par manque de pratique ont perdu entièrement leur pratique. Hmm. Et une personne qui n'avait absolument pas la douance que le voyant avait à la base et qui en pratiquant, 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 pratiquant est devenu extrêmement fort. Hmm. Donc on a une douance, c'est-à-dire que c'est inné, d'accord, mais ça ne veut pas dire que c'est inné et que ça le restera. Euh, Ça se travaille. Ça se travaille, c'est exactement ça. Moi, si demain je dis stop à la voyance, stop à la médiumnité, stop à la guérison, etc., évidemment, je vais le perdre au fur et à mesure, Hmm. d'accord. Ça fait partie de moi, donc c'est tellement ancré au fin fond de mon ADN que ça ne peut pas s'enfuir, je pense. Mais comme je le pratique tous les jours, 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 je connais parfaitement
mon métier. Alors après, il y en a qui vont me dire, oui, mais du coup, tu me diras que un médium de 80 ans, du coup, est meilleur que toi. Pas forcément. Tout Hmm. dépend avec quel outil il est arrivé sur Terre. Je suis arrivé avec d'énormes outils. Et que tu as su accepter. Je pense à Romain Camus, célèbre attaché de presse, qui est né avec un don qu'il n'arrivait pas vraiment à assumer, jusqu'au moment où il l'a assumé. Et il en a fait un livre qui s'appelle Le guérisseur des temps modernes. Et Romain Camus est un homme que je connais bien et qui fait des soins énergétiques. Parce qu'il y a aussi les soins énergétiques. Tu en fais, il me semble. J'en fais également des soins énergétiques, tout à fait. Les soins énergétiques, en fait, c'est parce que tout ce que la personne pense, elle le met dans son fruit. Son fruit, c'est quoi? C'est son aura. Mhm. D'accord? Il faut imaginer vraiment un abricot. Il y a le noyau qui est le corps physique. Et tout ce qu'il y a autour, c'est l'énergie. D'accord? Le fruit dans lequel on mange, c'est l'énergie. Et nous, c'est pareil. Mhm. On a notre aura autour de nous qui représente l'énergie. Et en fait, le soin énergétique, c'est on va enlever les énergies dans l'aura que le corps physique a émis. Mhm. D'accord? Mais ça provient du corps physique. Donc il faut d'abord, pour moi, à mon sens, régler le pourquoi le corps physique émet ça, qui est le cerveau, La pensée. la pensée, l'émotionnel, etc. Celui qui va dire en permanence je suis moche, je m'aime pas, ma vie est pourrie, ma vie est naze, il va mettre dans ses énergies des énergies négatives. Alors on a beau lui enlever les énergies négatives, mais s'il pense constamment ça, il va le remettre. C'est bien expliqué dans un livre qui s'appelle La force est en vous de Louise L. Hay, cette américaine qui a découvert la force de la pensée, la visualisation et la force de l'écriture aussi. Cette petite magie, on l'a donc en nous. Tout à fait. Tu as connu une adolescence particulière et compliquée. Raconte-nous un peu le harcèlement que tu as connu. Et je crois que tu as même connu le cyberharcèlement. Ouais, j'ai connu le cyberharcèlement parce que pour moi, le cyberharcèlement, à l'époque, ça n'existait pas. On ne disait même pas le mot cyberharcèlement. Et pourtant, c'est il n'y a pas si longtemps que ça. Hmm. C'est sorti il y a seulement 3-4 ans à peu près, le mot cyberharcèlement. Je suis arrivé en fait dans un collège privé où j'avais conscience de ma différence, mais je me suis dit, ok, j'arrive dans un monde de requins, parce que le collège, c'est quand même un monde de requins. Et je me suis dit, soit je montre ma différence telle qu'elle est et je me fais littéralement bouffer, soit je montre une image. Et je montre une image extrêmement bien faite. Et Dieu sait si le haut potentiel intellectuel est très 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 fort pour montrer l'image qu'il souhaite. Mhm. Donc j'avais cet atout-là, donc je me suis monté une image toute faite sur les réseaux sociaux, j'ai créé une image très marketing avec mon frère jumeau. Mon seul objectif c'était de faire du cinéma et une carrière. J'allais te demander justement à quoi tu rêvais à ce moment-là. Tu voulais faire du cinéma, tu voulais être acteur. Je voulais être comédien, ouais, je voulais être acteur. Pourquoi? Parce que j'avais ce besoin d'expression. Ce besoin d'expression, ce besoin de me faire entendre, sans savoir aujourd'hui que c'était en fait ce besoin-là inné, cette intuition que j'avais, ce besoin d'expression qui était dû en fait à expliquer le monde visible, invisible et le monde de la médiumnité. Et je me suis dit, en fait, je vais commencer acteur et après, en découlera, comme la plupart des comédiens actuels, une stratégie, une politique, un attrait en fait. Donc tu te mets en scène avec ton frère sur Internet. Et que se passe-t-il? Critique, jugement, phobie, etc., etc. Parce qu'effectivement, dans ce... J'allais te demander justement cette différence dont tu parles tant. Quelle est-elle? Moi, je connais la réponse, c'est la singularité. Mais quelle était ta différence? C'est-à-dire, c'est quoi? Médium, homosexuel, c'est quoi? Il y avait homosexuel en premier, il y avait médium en deuxième, parce qu'effectivement, le médium, en fait, il fait peur. Clairement, même s'il dit qu'il n'est pas médium, on a un aura, on a une prestance, on a un regard, on nous voit quand on rentre dans un endroit. Et on prend de la place. Hmm. Énormément de place. Donc à cet âge-là où tout le monde cherche sa place et quand on voit... on n'en voit pas un, on en voit deux. Tout le monde est part aux oubliettes. Hmm. Donc on avait effectivement dessus de la casquette du populaire et donc de la critique, etc. Mais pour certaines personnes, j'étais vu comme le populaire qui n'avait aucun problème et qui avait tout pour moi. D'ailleurs, on me disait, mais lui, c'est Mathias Barthès, il peut s'autoriser tout ce qu'il souhaite. Hmm. À la cantine, je faisais jamais la queue, par exemple. Et j'avais un petit peu, effectivement, cette casquette de diva pour certaines personnes, me détestaient.
Mais je m'étais joué dans un rôle, mais en vérité, c'était pour cacher mon hypersensibilité. Parce que derrière moi, il y avait cette hypersensibilité à fleur de peau. Et cet harcèlement que tu as subi, comment tu l'as vécu? Est-ce que ça t'a blessé? Est-ce que tu en as souffert? Est-ce que tu as eu des pensées noires? Oui, parce qu'en fait, cet harcèlement, il est venu surtout dû à l'acné. À l'âge de mes 14 ans, j'ai eu une acné fulminante. Donc, l'acné, qu'est-ce que c'est? La signification psychologique, c'est on se cache derrière un masque et notre vraie identité souhaite se révéler. Et donc, du coup, ça s'est révélé par l'acné. C'est ce masque qui commençait à se détacher de mon visage et à dire je ne peux plus être collé à ta peau. Une crise identitaire. Exactement, une crise identitaire. Donc, c'est arrivé à mes 14 ans, sauf que l'image marketing que je m'étais créée du beau gosse, bah là, c'était des insultes que je pouvais servir sur un plateau à tous les haters en fait. Hmm. Donc, des faux comptes sur les réseaux sociaux où on préférait m'accabler d'insultes, me prendre en photo à mon insu pour m'afficher et dire regardez son vrai visage, il est vraiment comme ça. Et puis, tu te crois beau, mais en vérité, t'es une calculatrice, etc., etc. Donc, effectivement, je me suis dit waouh, ils sont vraiment méchants. En fait, je me suis protégé depuis le début pour ne pas vivre effectivement un rejet. Mais aujourd'hui, en fait, c'est mon corps qui me fait vivre le rejet. Hmm. Et c'est insupportable. Donc je me suis déscolarisé. Déscolarisé et tu es arrivé limite au burn-out, mais il y a eu cet éveil spirituel. Moi, c'est les histoires que j'aime souvent. Je parle de Frida Kahlo, toutes ces histoires singulières où il y a un grand accident qui te réveille. Toi, c'est là où tu as eu ta véritable naissance spirituelle, à 14 ans. À 14 ans, tout à fait, parce que du coup, je voulais absolument mourir. C'est-à-dire que je me suis dit, alors là, j'ai de l'acné plein la tête, ma carrière de cinéma est terminée. Certains producteurs et directeurs de casting me disaient ah ben là on va attendre ta crise d'acné parce que là pour l'instant on peut plus rien faire, je dois attendre ma carrière, je peux pas attendre, j'avais qu'une envie, c'est d'être rentré dans un domaine célèbre et connu pour transmettre un message, mais je ne connaissais pas vraiment le message encore. Hmm. Donc au final heureusement qu'ils ne m'ont pas pris aussitôt, mais cette envie en fait d'être connu m'a au final plus détruit qu'autre chose. Et c'est comme si aussi il y avait un message des guides qui m'ont dit on va te faire reculer pour que tu puisses vraiment t'introspecter. Et l'acné a été pour moi une source d'introspection ultra profonde. Donc je voulais mourir. Donc en voulant mourir, qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit alors là, la chose qu'il faut que je fasse, c'est comprendre ce qu'il y a après la mort parce que si je meurs en moi, il faut que je sache où je vais. Et donc j'ai commencé à lire des livres là sur la médiumnité. J'ai commencé avec Patricia Daré et certains ouvrages comme ça. Et je me suis dit, en fait, ce qu'il raconte, ça me parle énormément. C'est moi. Hmm. C'est dingue. Le médium se décrit, mais en fait, c'est des choses que j'ai toujours vécues. Et j'ai lu voilà, mon premier bouquin de 200 pages en une seule nuit, moi qui n'aimais pas lire parce que je m'ennuyais d'une manière excessive Hmm. dans la lecture. Et c'est là où je me suis dit, je suis médium, je suis médium, je suis médium. Et là, je suis allé défoncer toutes les portes. À 14 ans. À 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans. Et 18 ans jusqu'à l'ouverture de mon cabinet. Donc, à quel âge tu as ouvert ton cabinet? 18 ans. À 18 ans. À 18 ans, tu te professionnalises et tu commences à recevoir des gens. Moi, ce qui me sidère, c'est la maturité que tu as à 21 ans. Cette lecture, lorsqu'on te rencontre et qu'on parle avec toi, on dirait que c'est un sage, un vieux monsieur. Ton frère, comment a-t-il vécu cette période d'harcèlement? Lui, il faisait que dire ça ne m'appartient pas, c'est pas moi. Mais en vérité, il a raison, c'est moi qui ai créé l'image. Hmm. C'est moi qui m'occupais des réseaux sociaux de mon frère et de moi. Je m'occupais de son image, c'est moi qui le prenais en photo, c'est moi qui postais ses photos, j'étais son agent en même temps. Hmm. Je gérais toute l'image. Lui, il savait rien. Il doit avoir 10 ou 20 000 abonnés sur Instagram à 13, 14 ans et il n'avait même pas accès à son mot de passe. D'accord. Aujourd'hui, lui a une carrière professionnelle très sérieuse, mais lorsqu'on vous voit tous les deux, vous avez une connivence et lui, il voit comme toi. Mathias, tu es donc médium, mais pas que, parce que je t'ai vu faire. Tu coupes le feu. Tu es ce qu'on appelle un guérisseur. J'ai envie de dire un guérisseur des temps modernes, comme j'ai pu rencontrer pas mal, mais et tu pratiques la guérisologie. Tu as été formé à la guérisologie. Tu nous racontes? Alors la guérisiologie, c'est une technique holistique qui est la guérison du cœur, en tout ce qui est émotionnel, du corps, tout ce qui est physique, et de l'âme, tout ce qui est psychique. La guérisiologie, ça a été créé par Mylène Musard, qui est une médium guérisseuse dans le sud de la France, dans le Gers. C'est une guérisseuse, la vraie guérisseuse, aux grandes mains, au grand cœur.
Elle a créé cette technique il y a environ 17 ans, dans un cercle très restreint. Et moi, je suis arrivé là-dedans lorsque j'ai ouvert mon cabinet à mes 18 ans. Et je me suis dit, il faut que je me forme à une spécialité, parce que je ne peux pas dire uniquement le mot médium. Je me sentais pas suffisamment légitime dans Hmm. ça. Donc je me suis dit, je vais aller me former auprès de Mylène Musard. Et elle m'a appris plein de techniques de guérison. Et la plus grande technique de guérison qu'est Mylène, c'est rendre le pouvoir à l'autre. Lui faire prendre conscience qu'il a tout en lui. Pourquoi? Parce que quand Lui faire prendre conscience de sa valeur. de sa valeur, tout à fait, parce que lorsqu'une personne a mal quelque part, moi je vais la guérir avec des phrases, avec des mots. Mhm. Et ensuite avec la radiesthésie, qui sont les ondes de forme, parce que c'est localisé dans l'aura de la personne en fonction des différents corps psychiques. Mais, par exemple, j'ai eu une personne qui est venue avec un mal à l'épaule, donc elle s'est fait opérer à plusieurs reprises, et une douleur chronique qui était tout le temps présente. Cette douleur, lorsque je suis allé regarder et je suis allé canaliser, c'était dû à un deuil. Hmm. Cette personne-là, son père était son épaule, son pilier. Et je l'ai accompagné sur le chemin du deuil pendant 1 à 2 séances. On a, la patiente et moi, accompagné le défunt dans les plans subtils. Et elle n'a plus de douleur à l'épaule. J'ai eu aussi une personne qui a eu une hyperthyroïdie, donc il devait se faire opérer l'hyperthyroïdie. Il m'a appelé en panique. Mathias, Mathias, qu'est-ce que je peux faire? On a remonté toute sa vie. Et effectivement, il a vécu une vie amoureuse très, 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 très dense et castratrice. Donc il a avalé ses mots pendant très longtemps, ce qui a causé une hyperthyroïdie. Hmm. J'ai eu aussi des personnes qui viennent me voir avec des problèmes de dos. Qu'est-ce que vous refusez de voir dans votre vie? Qu'est-ce que vous refusez d'entreprendre? Vous préférez le mettre dans votre dos ou en Hmm. prendre conscience et l'affronter? Donc je vais donner l'arme à la personne pour affronter. Ensemble, on va faire un chemin introspectif sur soi pour aller là où le corps veut aller. Hmm. Ce qui est intéressant, c'est que le champ est infini, dans le sens où aujourd'hui, on fait appel à des hypnotiseurs dans le cadre d'opérations. Les policiers, les services de police font appel à des médiums pour accompagner certaines enquêtes. Ça veut dire que il y a aujourd'hui une acceptation de tout ce don subtil et invisible. Es-tu d'accord avec moi? Oui, aujourd'hui, mais après, ça l'a toujours été. La Russie a toujours utilisé les premiers espions russes, c'était des voyants. Hmm. Et même les espions à l'époque, lorsqu'on décidait de conquérir un pays lointain et il fallait 8 ou 9 jours en bateau et on n'avait pas de drone, c'était le voyant qui allait regarder et voir par où il fallait passer à distance. Les Vikings, quand ils ont réussi à envahir Paris et d'autres contrées, c'était les voyants qui savaient par quelle mer passer, Hmm. etc., etc. Les voyants, il y a eu les voyants, les druides, et j'en passe, étaient des conseillers authentiques du pouvoir. Catherine de Médicis avait son premier conseiller qui était Nostradamus. Comment est perçue ta profession auprès des jeunes? Tu en parles facilement? Est-ce que c'est reçu facilement? Elle est adorée. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable. Et c'est là où je vois qu'en fait, je suis vraiment dans ma génération. Moi qui, pendant longtemps, j'ai préféré fréquenter des personnes beaucoup plus âgées que moi. Au final, je me rends compte de la chance que j'ai de vivre dans ma génération à moi, qui est celle du 21e siècle. Et en fait, je me dis, mais cette génération est incroyable parce qu'elle est extrêmement ouverte à ce domaine-là. Quand mes meilleurs amis, je leur parle des défunts, des flashs que j'ai, bah, elles en ont jamais douté. Au contraire, la plupart de mes amis autour de moi tirent les cartes, me posent des questions sur tout ça, et elles adorent. Et on est aussi une nouvelle génération où on adore les films Conjuring et compagnie, alors même si c'est pas vraiment la vérité, on croit vraiment à la vie après la mort et à cette intuition pure et innée. Et c'est aussi avec cette nouvelle génération qui est extrêmement artistique, donc ça les pousse à un haut potentiel émotionnel, donc du coup à des ressentis psychiques.
Tu es jeune, tu es beau, tu es dynamique, tu es souriant. Tu démocratises la profession et tu la rends extrêmement accessible. Et il y a un véritable business derrière tout ça. Aux États-Unis, il y a ton équivalent, une véritable star au service des stars, parce qu'il est médium des stars. Whitney Paltrow, Moby ont fait appel à ses services devant les caméras de je parle bien de Tyler Henry. Tu suis un peu ce phénomène là-bas? Est-ce que tu penses qu'ici en France, on est prêt pour ça? Oui, je suis très très bien ce phénomène de Tyler Henry. D'ailleurs, on me compare régulièrement à lui. Je te le souhaite, sa fortune est estimée à 3 millions de dollars. C'est immense, c'est un véritable succès, c'est un business de dingue. Les Américains, l'avantage qu'ils ont avec nous, c'est que quand on est particulier, quand on est différent, on devient une star. En France, quand on est trop particulier et trop différent, on préfère nous accabler et nous mettre de côté. On a peur de la différence. En France, quand quelqu'un prend trop de place, il dérange. On l'a bien vu avec Brigitte Bardot, quand elle prenait une place incommensurable à l'époque, on préférait la critiquer et toutes les femmes, elle avait toutes les femmes en France qui étaient ses haters. Alors que si elle avait percé aux États-Unis, ça aurait été complètement l'inverse, la preuve avec Marilyn Monroe. Mais je pense que le public va changer et change. Pour moi, effectivement, les nouvelles stars de demain, ce sont des stars spirituelles, à l'écoute, sincères, bienveillantes, dans l'amour. Tu es en train de me dire que le monde va devenir bienveillant, Mathias? Le monde va devenir bienveillant, tout à fait. Du moins, c'est ce qui est prévu. Tout le monde s'introspecte. Les schémas de la vie poussent à ça. On l'a bien vu avec le Covid, le nombre de personnes qui se sont mis dans l'éveil spirituel, dans une alimentation meilleure, dans du sport, dans de l'introspection, dans changer de boulot, dans l'aide. Ça, c'est vrai qu'il y a un boom, notamment sur les réseaux sociaux. Tout le monde s'invente coach, éveil spirituel, donneur de leçons. Il y a une volonté de mieux vivre et bien vivre. Est-ce que toi, pour pratiquer ton métier, tu es obligé d'avoir une hygiène de vie particulière? Est-ce que on t'imagine proche de la nature? Qu'en est-il? Oui, alors je vis dans une approche assez particulière parce que j'ai des énergies, j'ai conscience de mes énergies, j'ai conscience des vibrations de mon aura, j'ai conscience que beaucoup de gens peuvent me vampiriser, même si je sais me nourrir suffisamment d'énergie cosmique, on peut prendre beaucoup d'énergie. Après, j'ai toutes les techniques pour vivre et survivre dans ce tumulte sociétal où il y a beaucoup de morts vivants. J'appelle ça un peu ça comme ça, mais ce sont un peu des morts vivants. Et au final, j'aime le sud, j'aime la campagne, j'aime me ressourcer, mais j'aime aussi de manière inconsidérable les gens. Donc j'ai un besoin d'être entouré, d'être sollicité, d'être dans le partage, et mon énergie, j'ai l'énergie nécessaire pour ça, j'ai l'énergie nécessaire pour être C'est ce exposé. que j'allais te demander, c'est beaucoup d'énergie. Tu écoutes les parcours compliqués des gens, ils se livrent, se confient à toi, parfois pleurent. Ça te fait quel effet? Comment arrives-tu à t'en détacher et comment gardes-tu cette énergie? Parce que quand je consulte, je suis pas Mathias. Quand je consulte, je suis au service de l'invisible, de d'autres dimensions qui prennent le contrôle de la consultation à ma place. Donc c'est-à-dire que ça passe quand même par mon psychique, par ma voix, mais c'est pas vraiment moi. C'est pour ça que après les consultations, la plupart du temps, j'oublie tout. Donc je suis coupé de l'empathie. Je ressens, j'entends, mais j'ai des vibrations tellement hautes qu'on n'est pas dans le je te plains, je te comprends, je te console et je suis hyper empathe et je tombe victime avec toi. Au contraire, j'ai une stature en consultation, bah, j'ai envie de dire divine, où en fait, lorsqu'on va se plaindre, tu peux avoir une image qu'on va se plaindre à Dieu ou à la Vierge. Est-ce qu'elle va pleurer avec toi? Non, elle va te serrer dans les bras, elle va te comprendre, mais elle reste puissante et forte. Tu es donc croyant? Je suis croyant, oui. Alors je suis croyant surtout au monde invisible. La religion catholique, j'y crois. Mais en fait, toutes les religions, j'y crois. C'est la base de la religion, c'est la foi. Et la foi, c'est un leitmotiv énorme. C'est grâce à la foi qu'on évolue. Est-ce que d'après toi, lorsque je te demande si tu es croyant, est-ce que tu crois en Dieu ou est-ce que tu crois, parce que quand je t'entends, j'ai l'impression que tu crois en l'être humain, comme si nous étions tous énergie et qu'on était tous capables de ça. Qu'en est-il? On est tous capables de ça. Après, Dieu est un Elohim. D'accord? Et des Elohim, il y en a plein sur Terre. Donc, on va dire que lui, c'est l'Elohim le plus célèbre. Mais il y a plusieurs Elohim. Et les Elohim, on a une capacité
de, de transmettre le pouvoir à l'autre, de l'éveiller, de le rendre bon, de le rendre souriant, du, de le rendre authentique et de le remettre surtout sur sa vraie place. Hmm. La place de l'Elohim, c'est la base de tout. Et il y en a parmi nous sur Terre. Il y en a plein. On les repère, les Elohim, pour ceux qui savent ce que c'est. Est-ce que tu peux nous décrire qu'est-ce que c'est? Donne-nous la définition. Alors, un Elohim, c'est un terme hébreu, d'accord. C'est en fait l'explication, c'est une explication subtile, donc là on peut rentrer dans des explications très très profondes, mais je vais faire court. L'Elohim, c'est un peu eux qui ont créé l'univers sur Terre. Donc c'est eux qui ont créé le cosmos, etc. Mais l'univers, dans notre univers, il y a plusieurs univers, hein. Et l'univers terrestre, et c'est eux qui ont créé plusieurs mutations. Donc on a les Anunnaki, plein d'autres dimensions, et c'est un peu eux les originels, mais c'est eux qui ont la conscience divine de l'évolution. C'est ça qui est intéressant avec toi, c'est le discours moderne et l'accessibilité. Tu nous parlais de la génération des enfants qui semblent t'intéresser. Pourquoi? Parce que pour moi, ce sont les enfants qui ont la clé de tout. Mhm. Contrairement, on est dans une société où on s'inspire des anciens pour se créer. Et moi, je pense sincèrement qu'il est temps de s'inspirer des enfants pour créer. Parce que les enfants, ils sont pas manipulés ou dans une conscience collective de j'écrase l'autre pour me faire valoir. Les enfants, ils sont vrais, ils sont authentiques, ils parlent avec le cœur et ils sont issus d'une création incroyable. D'ailleurs, on le voit dans certains castings, ça peut être The Voice ou autre. Quand ils chantent avec le cœur et ils chantent pas pour être connus. Ils sont bruts. Ils sont bruts, ils sont vrais, ils sont authentiques. Et ils sont pareils dans leurs dons et dans plein de choses comme ça. À l'inverse de l'adulte, où il va contrôler ses sentiments en permanence pour plaire, le plus souvent. Est-ce que tu as conscience que tu n'es que don et que tu n'as aucune once d'opportunisme? Je suis face à toi, tu es vraiment bouleversant de beauté et je pense que tu pourrais faire des castings cinéma, pub. Et toi, ce qui t'intéresse, c'est le don, voilà, et aider les autres. Moi, ça m'étonne même à 21 ans, ta maturité. Vers quoi tu tends? Quel serait ton désir? Si on veut prendre comme exemple physiquement, j'en vois aucun inconvénient. Mhm. Si on veut me prendre comme exemple dans ma façon de penser, je vois pas d'inconvénient non plus. Mais si on veut me prendre comme exemple dans mon chemin spirituel, là pour le coup, j'en serais extrêmement ravi. Parce que je suis très heureux et j'ai beaucoup travaillé pour chercher cette quête du bonheur, dans le sens où j'ai voulu comprendre vraiment quel était l'homme. Et je pense avoir énormément d'outils pour rendre le pouvoir à l'humanité au sens large. Mhm. Et moi, le but, c'est que quand les gens m'écoutent, se sentent bien, se sentent compris, se sentent acceptés, se sentent réunis et non pas dissociés comme à l'époque. Qu'est-ce que tu dirais au petit Mathias, justement, ce petit garçon de 7 ans qui venait voir sa mère et lui dire « tu n'es pas ma mère ». Alors c'est drôle parce que tu sais que moi petit, j'arrêtais pas d'avoir mon moi du futur qui venait me voir. Mhm. Et aujourd'hui encore, hein, des fois j'ai mon moi du futur qui vient me voir parce que il est faux. Quand on dit les médiums n'arrivent pas à voir pour eux, je peux voir pour moi. Mhm. Mais je vais pas consulter comme avec une personne extérieure. Ça va vraiment être mon moi du futur qui va arriver, qui va venir me parler. Mhm. Et j'avais mon moi du futur qui me disait, écoute, t'es fait pour créer ça, 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 ça et ça. Mais dans ma tête, c'était inimaginable parce que je partais d'un endroit où je sortais de chez moi. Il y avait que des villageois hyper simples, authentiques, vrais, qui parlaient encore patois. Mon arrière-grand-père parlait encore patois. Et donc je me suis dit, mais je suis loin de l'objectif que je souhaite vraiment avoir. Et j'arrêtais pas d'avoir mon moi du futur qui me rassurait. Mhm. Et tout le temps. Et je pense que quand on dit croire en soi, c'est croire à son soi du futur. Et c'est pour ça que je tenais à te recevoir, parce que à l'âge de 21 ans, tu es assis dans cette position, tu es médium et tu as fait un tel chemin en dépassant ces doutes, ces troubles. J'imagine, tu as dû te demander parfois, mais est-ce que je suis fou, etc. Et je sais, pour avoir connu des personnes autour de moi que tu accompagnes, combien tu fais du bien. Alors je voulais célébrer l'acceptation de soi, la singularité,
avec toi et surtout te remercier d'oser parler de cet éveil qui est là si proche près de nous. Merci Mathias et à très bientôt. Avec joie, merci.